je veux tordre le cou, en fait, à un narratif qui est invasif, qui est dominant en Occident depuis plus de 2 ans, enfin bientôt 2 ans en tout cas, et qui nous empêche à la fois de comprendre et de décider ce qu'il faudrait pourtant décider aujourd'hui, au stade du conflit où nous en sommes. Et ce narratif, c'est celui de la Russie a envahi l'Ukraine, a voulu prendre toute l'Ukraine. L'épouvantable Poutine y pensait depuis des années, c'est un impérialiste fou. Il veut rétablir non seulement l'URSS, mais il veut s'approcher de l'OTAN et attaquer les pays européens, les pays membres de l'Alliance. Et donc la malheureuse Ukraine, inoffensive, pas du tout prête à un tel choc, est une pure victime qui ne comprend pas finalement ce qui lui est arrivé le 24 janvier 2022. Le 24 février 2022, pardon. Voilà, donc je veux revenir un peu sur ce qui s'est passé avant, faire un peu d'histoire, mais légère, on va dire, pour que vous ayez bien en tête les jalons qui ont mené à ce qui s'est passé le 24 février 2022. Parce qu'en fait, ce jour-là, ça n'est pas seulement le début de la guerre dite d'Ukraine, c'est la fin d'un long processus de dégradation de la sécurité européenne et de montée des tensions en Europe. Alors, dégradation de la sécurité européenne, c'est tout simple. La sécurité européenne, au moment de la dissolution de l'URSS, il était fondée sur un document dit de la Charte de Paris, en 1990, qui posait un principe cardinal, qui était celui du caractère indivisible de la sécurité européenne, c'est-à-dire qu'aucune partie des pays européens, donc Russie compris, Europe au sens géographique du terme, ne pouvait augmenter sa sécurité, par exemple en intégrant une alliance, suivez mon regard, aux dépens de l'autre. Donc on voit tout de suite qu'à partir du moment où l'Ukraine, quelques années plus tard, s'est vue proposer l'entrée dans l'alliance par les États-Unis et les puissances de l'OTAN, eh bien, cette sécurité européenne était de fait mise en cause et en danger. Donc, voilà, février 22, c'est la fin d'un processus. Alors, la Russie commet-elle une faute en entrant dans le territoire souverain d'un autre État? Oui, on peut le dire. On n'envahit pas un autre État, on ne fait pas entrer des forces armées dans un autre État. Mais avait-elle le choix? Et c'est un peu la question qu'il faut quand même se poser pour comprendre où on en est aujourd'hui. Il faut se souvenir que l'Ukraine, si vous prenez une carte, l'Ukraine, comme la Géorgie d'ailleurs, est un pays, un État tampon dont la sécurité est directement liée à son statut neutre. C'est-à-dire que précisément, il n'appartient plus sécuritairement à la Russie, même s'il dépend d'elle économiquement très largement, et il n'appartient pas ni à l'OTAN ni à l'UE. C'est cette neutralité qui la protège, parce que elle est une zone tampon de fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de base ni de l'alliance ni russe sur son territoire, et donc qu'il n'y a pas de frontière directe entre la Russie et les puissances de l'OTAN, grâce à cette zone tampon. Bon, c'est clair. C'est aussi un État qui, depuis la fin de la guerre froide, est un État en totale déliquescence économique, un État faible, un État extrêmement corrompu, et un État en plus, à partir de 2014, en guerre civile. Alors, je ne veux pas revenir trop loin. Il faut se souvenir que l'idée de faire tomber l'escarcelle dans le camp occidental, au plan sécuritaire et au plan économique d'ailleurs, est ancienne. Il y a eu une première tentative de regime change en 2004, c'est ce qu'on a appelé la révolution orange, mais ça a été un échec. À ce moment-là, la Russie a continué à avoir son influence dominante sur ce pays, et les États-Unis, les Occidentaux n'ont pas pu faire bouger véritablement le régime ukrainien en leur faveur. Puis il y a eu un moment très important qui est le sommet de
Bucarest, le sommet de l'OTAN, en 2008. Et là, la Géorgie et l'Ukraine ont été invitées à rejoindre l'Alliance. Pas dans l'immédiat, mais à entrer dans un processus de rapprochement puis d'adhésion à l'Alliance. C'était déjà un extraordinaire chiffon rouge mis devant les yeux de Vladimir Poutine, évidemment. Et à partir de ce moment-là, il faut se rendre compte, 2008, il est déjà au pouvoir depuis plus de 10 ans. Il a remis la Russie sur une pente ascendante, enfin plus que de convalescence après la décennie 90, qui est une décennie épouvantable pour la Russie. Et il commence d'ailleurs à relancer un peu les programmes d'armement et l'économie russe d'une manière générale. Il stabilise en tout cas. Donc, c'est un moment où la Russie comprend que l'OTAN n'en a pas fini avec elle et que les États-Unis n'en ont pas fini avec elle. Il va y avoir ensuite toute une montée des tensions, c'est la période des printemps arabes, notamment au Moyen-Orient. Printemps arabes qui vont quand même se solder globalement par un échec. Mais enfin, il y a le conflit syrien, il y a le conflit libyen, il y a l'échec du régime change en Égypte, en Tunisie. Donc ça continue, si vous voulez, du point de vue russe, l'offensive occidentale pour assurer des positions politiques, comment dirais-je, dociles.